Nous poursuivons cette série d'interviews en direct de M&A Stories avec Lucie Bossel. Bonjour Lucie. Bonjour Mathieu. Et Olivia Sibieux, vous êtes toutes les deux, vous travaillez toutes les deux au sein de Howden. Howden M&A, l'une sur les assurances plutôt Gap, l'autre sur les assurances fiscales. Alors, on se voit chaque année dans cet événement. On vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. L'évolution des gaps, on en a déjà beaucoup parlé. J'aimerais bien que tu nous parles peut-être, Lucie, pour commencer, des tendances que tu observes. Parce qu'en préparant l'émission, tu me disais, le large cap n'est pas mort loin de là, en France. En tout cas, ça repart. Absolument. En tout cas, nous, on l'a constaté depuis décembre. Entre décembre et mars, on a assuré 4 dossiers entre 2 et 7 milliards de valeur d'entreprise, ce qui constitue pour nous des très larges caps que nous avons pu présenter au marché des assurances et pour lesquels nous avons monté des tours. Donc, du large cap, il y en a. Ça veut peut-être dire que l'activité Howden globale, en termes de volume, parce que là, on a parlé de valeur des deals, mais en termes de volume, ça augmente aussi? Alors, en termes de volume, clairement, en termes de nombre de dossiers, totalement. Alors, je n'ai pas forcément encore les chiffres pour l'année, mais nous, on le constate. Ce qu'on constate également, c'est en termes de, on va dire, de revenus. On a fait autant de chiffre d'affaires en 6 mois qu'en 12 mois l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt très satisfait de ce début d'année. Alors, étant donné que vous équipez maintenant, enfin, les assurances Gap au total, sur lesquelles vous avez des belles parts de marché en croissance, ça équipe de plus en plus de deals. Je pense que quasiment tous, passés un certain seuil, sont maintenant équipés. Les large cap, à commencer par les large cap. Vous avez une bonne vision de ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, l'assurance Gap, ça se fait 50-50 PE corporate. Il y a quand même une des populations qui est plus exposée, qui est plus demandeuse. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels vous avez fait un nombre particulièrement important de deals? Voilà. Alors, nous, à Howden, c'est vrai qu'on voyait plutôt les dossiers présentés par les fonds de private equity. C'est notre clientèle historique. Et donc, historiquement, on voyait, on va dire, on conseillait beaucoup moins les corporates. Il s'avère que les corporates se tournent, en tout cas, de plus en plus vers l'assurance Gap via Howden. Après, est-ce que c'est une tendance ou est-ce que, en fait, ce sont juste des clients qui se mettent nouvellement à l'assurance Gap? Ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, nous, ce que l'on peut constater, c'est qu'en effet, on a de plus en plus de clients corporate. En termes d'industrie... C'est 50-50 aujourd'hui ou pas encore? Ah non, c'est pas 50-50. Non, on est encore très largement... on conseille très largement les fonds de private equity. On va dire qu'on on conseille 20% de corporate. Sur un nombre, tu m'as bien dit que tu n'avais pas le chiffre en tête, mais la fourchette, vous assurez combien de deals par an? En moyenne? Alors, l'année dernière, on a assuré 100 polices d'assurance. Enfin, on a placé 100 polices d'assurance via nos assureurs. Donc, on va dire que cette année, on est bien parti pour au moins être à ce nombre. Et on espère que si cette tendance de début d'année continue, on espère avoir un beau pourcentage à annoncer l'année prochaine. Donc déjà, 20-30 dossiers corporate, si on prend le pourcentage que tu évoquais, c'est déjà effectivement en croissance depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Oui. Merci. Je t'en prie. Olivia, de ton côté, sur la partie donc, assurance fiscale, on a fait le point l'année dernière. L'assurance fiscale, en 2 mots, ça consiste à trouver une assurabilité sur des sujets fiscaux, que ce soit sur les 2-3 sujets principaux que tu assures. De la retenue à la source, de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, des management packages, ça peut être très varié en fait. C'est pas la nature du risque qui va déclencher l'assurabilité, c'est vraiment l'aléa. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des chances de gagner contre l'administration fiscale? Et dans ce cas-là, l'assureur va prendre ce pari technique en fait, se dire, je crois dans la position de l'assuré, donc je suis prêt à porter la perte financière à sa place. C'est-à-dire que concrètement, si l'assuré est redressé par l'administration fiscale, c'est l'assureur qui paye à sa place parfois des dizaines de millions d'euros. Enfin, selon le montant que l'assuré aura souscrit dans sa police d'assurance. Et vous suivez la même logique côté taxes que côté assurance Gap, c'est-à-dire que c'est en train de s'imposer largement, majoritairement sur le volume de deals qu'on observe sur la place française, ou c'est un peu plus early en termes de maturité, d'acceptation par tout le monde? On commence à être au même stade que la WNI. La demande, elle est très soutenue et on n'observe plus tellement de creux qui dépendent des cycles des transactions. Donc ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que là, cette année à date,
À un an près, on a déjà placé 3 fois plus de polices d'assurance que... 3 fois hein, au tax. J'ai entendu 2 fois ici, oui, 3 fois là. ouais. Je vois que ça se porte bien. Donc c'est plus un gadget, clairement, ça s'est énormément développé. Et je rejoins Lucie, j'ai la même tendance en taxe sur les acteurs qui l'utilisent. On est majoritairement sur des fonds de private equity. Les corporates s'en emparent, mais il y a toujours une réticence quant au fait que ça va fonctionner. Est-ce que les assureurs sont en rendez-vous pour payer? Donc voilà, donc il y a encore du chemin à faire avec les corporates, mais ils y recourent de plus en plus massivement. Enfin voilà, c'est une vraie tendance. Merci beaucoup. Tu parlais de creux. On a bien vu hein, sur les 10 derniers mois que ça se portait plutôt bien fin 25, début 26, mais pour plein de raisons, peut-être géopolitiques évidemment, avec des tensions qui sont accrues, notamment au Middle East. Il y a eu un mois de avril-mai un peu plus calme. Est-ce que ça repart là en juin? Alors pour la Gap, clairement. Ou pour les deals aussi? Ah bah totalement. Oui, totalement. Nous, on a là tous les jours, je reçois des nouvelles sollicitations pour placer des dossiers d'ici fin juin. Donc il y a beaucoup de préemptifs. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'envie de signer les dossiers rapidement. Et puis il y a le classique mois de juillet qui s'annonce très chargé et on est très content parce que c'est vrai que avril-mai ayant été assez mou, on commençait à s'inquiéter sur quelle va être la tendance. Et c'est vrai qu'on est très rassurés pour ce mois d'été. Alors évidemment, ce serait beau, mais ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas seul sur votre marché. Si on devait retenir un axe de différenciation pour chacune de vos équipes par rapport à vos concurrents, par rapport à ce qui se fait sur le marché. Alors là, on essaye d'être le plus rationnel possible, au-delà du fait qu'évidemment, ce que vous faites, j'en suis sûr, est formidable. Mais rationnellement parlant, quels sont les retours de vos clients? Vous en avez de plus en plus. Pourquoi ils viennent? Pourquoi ils reviennent? Pourquoi d'autres arrivent certainement par du bouche à oreille? Un axe de différenciation chacun. Ah ben, je vais citer un client avec qui on avait un dîner de closing hier soir. Donc, Tu peux citer l'acteur? Non, je peux pas. Mais c'est un corporate. Et qui nous disait qu'il avait beaucoup apprécié notre réactivité. C'est vrai que, et ça c'est possible parce qu'en fait on est une des équipes les plus staffées du marché, c'est-à-dire que j'ai une équipe moi dédiée à l'assurance Gap de 10 personnes à Paris, et donc ce qui permet d'avoir une grosse réactivité. Quand en début d'année on avait 4 dossiers à plus de 2 milliards, les 4 dossiers étaient bien évidemment avec des acteurs de premier plan, des équipes extrêmement techniques qui sont très exigeantes. Et bien en fait, il faut savoir réagir, à gérer à toute heure du jour et de la nuit. Et ça, c'est faisable parce qu'évidemment, il y a ces gros dossiers, mais il y a aussi tous les autres. Et on essaye de les traiter toujours avec la même qualité, la même envie. Et ça, c'est possible parce que justement, on a ces équipes qui sont motivées, bien formées et surtout en nombre suffisant. Et surtout aussi, on peut compter sur nos collègues européens. Puisqu'on est et maintenant mondiaux, puisqu'on vient d'avoir. Combien dans le monde là aujourd'hui? On est 315 courtiers, et donc ce qui fait de nous un des courtiers, si ce n'est le courtier. Ça pour le coup, je fais attention à ce que je dis, mais parmi les plus staffés du Sur le marché. transactionnel. Ouais, sur le transactionnel évidemment. Olivia. Et donc, un élément différenciant qui fait le pont avec mon propos tout à l'heure sur les réclamations, donc sur l'effectivité de la police, hein, est-ce que les assureurs sont au rendez-vous pour payer? En fait, chez Howden, on a une équipe de 8 personnes dédiées aux réclamations qui accompagnent les clients le temps que la procédure dure. Donc, si elle dure 10 ans, c'est un accompagnement inclus dans nos services, c'est-à-dire qu'ils ne repayent pas. Une équipe de 8 personnes basées à Londres, dont une personne francophone. Et ça, c'est quelque chose d'unique sur le marché M&A des réclamations. C'est une équipe qui est complètement intégrée à l'équipe M&A. Chez d'autres courtiers, par exemple, vous avez des équipes de réclamation, mais qui ne sont pas forcément intégrées, qui vont traiter d'autres types de demandes, pas forcément du M&A. Et le M&A, c'est très spécifique. Donc, on a vraiment développé cet axe-là qui permet à la fois, Lucie parlait du placement, la réactivité au moment de placer la police, et une grande équipe aussi qui permet une grande réactivité au moment du débouclage et lorsqu'il y a des sinistres. Et c'est ça qui importe les clients, parce que sinon, ils payent un bout de papier des centaines de milliers d'euros. Votre métier serait impossible sans les bons partenaires assureurs. Comment tu arrives, Olivia, notamment sur des sujets complexes, pas tellement géopo, parce qu'on en avait parlé, les changements, tout ça, tout n'est pas forcément assurable. Absolument. Mais par exemple, sur le Manpack, tu vois, c'est vrai que fin 2025, c'était pas facile de se projeter. Il y avait énormément de lobbying. On se souvient de Alain Momy et d'autres grands dirigeants de LBO, effectivement, qui s'organisaient pour pousser la bonne parole. On ne savait pas, avec la loi de finances qui prenait un peu de temps à arriver, à quelle sauce ils allaient être mangés, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on éduque
des assureurs qui n'ont pas forcément toujours assuré un manpack. Donc déjà, il faut rentrer un peu dans le sujet. Comment est-ce qu'on les éduque, comment est-ce qu'on les rassure et comment est-ce qu'on entretient de bonnes relations avec eux par rapport à ce risque qui, au moment où ça pète, va falloir qu'il soit là. En fait, nous, notre rôle, c'est de leur pitcher les risques qu'on reçoit. Donc, plus ils reçoivent de pitch sur un sujet, au début, ils le déclinent. Par exemple, c'était le cas des manpacks, donc c'est un très bon exemple. Ils le déclinent et disaient on n'est pas capable de couvrir. Et à force de recevoir des demandes de notre part, ils se sont dit il y a quelque chose à faire, creusons-le avec nos conseils. Et donc, en fait, c'est un travail ensemble de développement du marché et d'aller chercher des sujets qui n'étaient pas assurables et qui le deviennent. C'est vrai pour les manpacks, mais c'est vrai aussi pour la retenue à la source qui, en France, était très compliquée à assurer. C'est toujours complexe, mais on sent l'appétit des assureurs se développer. Ça veut dire qu'ils creusent de plus en plus le sujet avec leurs conseils et ils ont envie de couvrir. C'est intéressant parce qu'on en parlait aussi en préparant l'émission. L'appétit des assureurs pour l'assurabilité, elle s'étend. Et tu me disais que vous avez fait un deal énorme aussi, non pas sur une transaction, ce dont on parle d'habitude, mais là sur une JV. Parce que Absolument. la JV, il y a un risque aussi d'exec plus fort, je trouve, par rapport. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être. Je trouve qu'une JV, c'est dans la durée. Tout ce qui est dans la durée me fait toujours plus peur que là où il y a un closing. C'est pareil, à l'occasion de ce dîner hier soir, on en parlait avec les conseils. En fait, on disait que une JV, il y en a toujours un, normalement sans assurance, il y en a toujours un qui a l'impression de se faire avoir. Avec l'assurance, c'est tel qu'on l'a structuré. Eh bien, en fait, c'est pas le cas puisqu'en fait, les deux JV partners sont protégés, chacun dans leur police, chacun avec leurs négociations et chacun au maximum de ce qui peut se faire sur le marché des assurances. Et en ce moment, le marché des assurances, il n'a jamais été aussi bon. Je dirais qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de bons acteurs qui ont des équipes formées et avec lesquels on a justement plaisir à brainstormer parce qu'en fait, on a tous un intérêt commun, c'est de transférer un maximum de risques à l'assureur, mais tout ça dans de bonnes conditions, avec des bons rapports d'audit. Et je dirais qu'une des tendances dont tu me parlais tout à l'heure, et qui, moi, on me saisit sur ces sujets la semaine dernière 2 fois, c'est l'IA. C'est quel va être l'impact de l'IA dans les rapports d'audit vis-à-vis de l'assurabilité des dossiers. Et donc, du coup, ça, c'est une grande question. On est en train de lancer une étude sur ça. Mais t'imagines l'accountability et l'IA, les sujets. Enfin, on a quand même, bon, c'est un sujet, on en reparlera un autre jour, mais l'audit. Oui. Je veux dire, on a privatisé le contrôle de notre économie via des bigs et d'autres. Et aujourd'hui, avec l'IA, cette mission sera énormément remplie par des machines dont on n'aura pas forcément d'ailleurs le code source. Donc c'est vrai que ça pose énormément de questions très intéressantes. Mais nous y reviendrons. Je voyais que tu réagissais, Olivia, non ? Non, sur l'IA, j'ai pas tellement de demandes en lien avec ce sujet pour le moment. Bon, bah, écoutez, on est arrivé au bout de cette interview. Je vous remercie infiniment. Merci à toi. Je vous souhaite une très belle conférence. Merci. Et puis on refait le point l'année prochaine sur les assurances GAP et les assurances fiscales. Rendez-vous est pris. Dans le cadre Merci, des Mathieu. transactions. Merci. Merci Mathieu.